OK, il est 9 heures. Alors, je vous souhaite la bienvenue à tous et à toutes. Un bon lundi, lendemain d'élection municipale. J'espère que tout le monde s'est réveillé en douceur ce matin. Pas trop de déception. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Je suis Marie-Thérèse Duquette. J'ai travaillé pendant quelques années au Fonds de recherche du Québec, Société Culture. Donc, je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui. Je vais vous accompagner à l'animation et je serai accompagnée dans cette démarche-là par Caroline Bégin que vous voyez sur votre écran à ce moment-ci. On fera les présentations des deux chercheuses tout à l'heure de façon beaucoup plus formelle. Euh, Nous vous rappelons que cette rencontre est vraiment un espace respectueux et sécuritaire pour chacun et chacune. Aucun propos violent, que ce soit les propos écrits ou les propos que vous direz, agressifs ou irrespectueux, ne sera toléré. Nous vous invitons à participer aussi dans le calme, avec ouverture et bienveillance. Merci de contribuer à ce que ce soit un échange constructif et respectueux. Euh, Par souci du bon déroulement de la rencontre, vos micros et vos caméras sont demeurés fermés. Donc, ça permet, les chercheuses, pardon, savent le nombre de personnes qui sont derrière l'écran. Donc, elles savent qu'elles ne s'adressent pas juste à Caroline et à moi, mais à un grand nombre de personnes. Donc, c'est facilitant pour elles. Vous pouvez écrire vos commentaires dans le chat au fur et à mesure. Moi, je vais vous proposer une petite chose, c'est-à-dire en cours, au fur et à mesure, si vous avez une question qui vous préoccupe, écrivez-la à côté. Et il y a de fortes chances que pendant leur présentation, les chercheuses répondent à vos questions, à ces préoccupations-là que vous avez. Et vous le buffez au fur et à mesure que les réponses sont données et gardez seulement pour le chat les questions qui n'auront pas été répondues. Ça permet de ne pas trop mettre toutes sortes de préoccupations dans le chat parce que Caroline a un travail à faire après pour ramasser les questions pour savoir lesquelles sont donc, pour lui faciliter le travail, je vous propose de le faire de cette manière-là. Vous pouvez faire autrement, mais c'est une façon de procéder qui habituellement aide et vous permet de pouvoir rester bien à l'écoute de ce que les chercheuses vont vous dire. Donc, on vous remercie beaucoup de votre participation. La rencontre va se produire de la façon suivante. Il y aura une présentation d'abord de Mme Anita, Anila, pardon, Fejo, qui sera suivie d'une présentation de 30 minutes, qui sera suivie d'une période d'échange de 15 minutes. C'est pendant cette période-là que Caroline va transmettre vos questions à Mme Fejo. Ensuite, à 10 heures, il y aura une présentation de Mme Marie-Hélène Giguère, suivie d'une période d'échange aussi de 15 minutes. Et Caroline fera le mot de la clôture. Donc, c'est tout simple, mais on a beaucoup de contenu à recevoir ce matin de la part de nos deux chercheurs. Donc, on va commencer tout de suite avec Mme Fidjo. Vous allez voir, il y a une belle présentation de prévue pour chacune des chercheurs. Mme Fidjo est professeure titulaire au département didactique des langues à l'UQAM. Elle est spécialiste du développement de lecture et de l'écriture. Elle étudie depuis plus de 15 ans les liens entre les connaissances morphologiques et divers aspects de la littératie. Ses travaux portent aussi sur l'enseignement explicite de ces connaissances et la conception de dispositifs didactiques pour le primaire. Depuis 2019, elle dirige l'équipe Alpha ECM qui promeut l'enseignement des connaissances morphologiques pour soutenir la réussite en lecture et en écriture. J'espère que j'ai bien dit ça. Donc aujourd'hui, sa présentation sera autour du projet l'élaboration d'un dispositif axé sur la conscience morphologique par les enseignants en collaboration avec les chercheurs et ses effets sur le vocabulaire et la compréhension en lecture chez les élèves allophones de deuxième et troisième cycle du primaire. Donc, je vous laisse aller, madame. Allez.
Parfait. Alors, je disais que c'est un moment précieux pour nous de venir partager les résultats d'une recherche qui non seulement répond aux besoins et donc annoncé déjà par le concours Action concertée. Et rappelons-le, c'était des besoins qui ciblaient une population en particulier. C'est la population allophone ou plurilingue en milieu défavorisé, des besoins qui provenaient en fait de la documentation des besoins de cette population. Et ce qui est préoccupant, c'est le fait aussi que c'est donc une performance qui persiste avec des écarts avec les autres milieux socio-économiques, comme il a été documenté même par des études successives comme Pearls 2021 ou Côté 2024. Alors, ces besoins ont pointé un niveau particulier qui est la quatrième année. Mais les résultats de notre recherche s'inscrivent particulièrement dans un débat qui fait vibrer la société québécoise depuis un an, qui a été suscité par l'échec de 26% des élèves de quatrième année à l'épreuve ministérielle en lecture. Et nous pensons, nous sommes même convaincus que nos résultats apportent un éclairage particulier dans ce débat et ils alimentent les réflexions pour sortir de cette situation d'échec. Et c'est dans cet esprit que nous avons organisé notre présentation. Alors, on va commencer tout d'abord avec qu'est-ce qui explique la performance ou la faible performance en lecture en quatrième année. Pour cela, nous avons pensé de faire un bref survol des connaissances actuelles en lien avec la compréhension en lecture. Et pour cela, nous avons choisi un modèle qui est une référence incontournable dans le domaine des recherches en lecture. Ce modèle qui s'appelle les systèmes de lecture, en fait, synthétise les processus et les connaissances qui sont impliqués dans la compréhension en lecture. Et comme vous voyez dans la barre centrale, on retrouve les processus d'identification des mots et de compréhension. Et dans les barres supérieures et inférieures, on retrouve les connaissances qui soutiennent ces processus. Brièvement, je dirais que à partir du contact visuel avec le mot qui est écrit sur une page, notre cerveau va chercher des unités orthographiques. Selon la familiarité que nous avons avec le mot, on va chercher des unités donc petites comme les graphèmes, mais aussi des morphèmes ou bien même toute la forme orthographique des mots quand nous avons rencontré le mot préalablement. Ces unités orthographiques vont activer la forme phonologique, c'est-à-dire ce qu'on entend, qui, à son tour, va activer les connaissances que nous avons sur ce mot. Et ces connaissances pourraient être que ce soit le sens ou l'essence du mot, les relations sémantiques avec d'autres mots, ou bien sa classe de mots et sa fonction syntaxique. La qualité des connaissances que nous avons sur ce monde nous permet de choisir avec précision le sens qui convient au contexte et c'est ce qui va être intégré dans les processus de compréhension qui, mot après mot, nous permettra de calculer le sens des phrases et phrase après phrase, nous allons calculer le sens ou intégrer ou construire le sens des paragraphes ou le sens du texte. Or, nous lisons un texte pour apprendre ou bien pour retenir le message de l'auteur, et c'est ce qui constitue le troisième niveau de la compréhension qu'on appelle le modèle de situation. Pour réaliser ce processus, nous faisons des inférences, c'est-à-dire nous complétons les connaissances explicitement indiquées dans le texte par l'auteur avec des connaissances que nous avons sur le monde. Voici ce que ce modèle nous dit. Mais nous l'avons choisi pour deux raisons. Tout d'abord, cela nous permet de voir la multitude des processus et connaissances qui sont impliqués, qui chacun
et chacune de ces connaissances pourrait constituer une source de difficulté pour nos élèves de quatrième année. Mais aussi, donc, la deuxième raison pourquoi on l'a choisi, ce modèle attribue ou accorde une place centrale à la connaissance des mots. C'est-à-dire, meilleure connaissance nous avons des mots, meilleure compréhension nous construisons du texte. Et c'est ce qui nous amène vers donc la première hypothèse de dire est-ce que c'est la qualité de la connaissance des mots qui pose problème à nos élèves de quatrième année. Alors, pour cela, il est important de se rappeler que le deuxième cycle du primaire est une période pivotale dans le développement de la lecture. C'est-à-dire, on passe de la phase apprendre à lire, qu'on faisait au premier cycle, dans la phase lire pour apprendre. Et donc, ce passage-là s'accompagne par des textes auxquels sont exposés nos élèves qui contiennent déjà des sujets moins familiers. Donc, ils ne peuvent pas faire référence à leurs connaissances donc antérieures, qui ont des phrases beaucoup plus complexes et des structures de textes moins connues. Mais surtout, ces textes-là contiennent des mots nouveaux, beaucoup de mots nouveaux, que ce soit par rapport au vocabulaire courant comme s'époumoner ou essouffler, ou le vocabulaire transdisciplinaire qu'on retrouve dans toutes les disciplines comme représenté, et le vocabulaire disciplinaire comme démographique qu'on trouve dans les disciplines. Voici un exemple d'un extrait tiré d'un manuel scolaire de quatrième année. Nous avons mis en brun tous les mots que nous pensons qui vont être euh, inconnus par les élèves, des mots nouveaux pour les élèves. Et donc, si on veut chercher une piste de solution, mais on pourrait regarder un peu plus près ce que ces mots représentent. Et on avait détecté une caractéristique principale qui est le fait que ces mots sont construits, c'est-à-dire ils contiennent plus d'un morphème. Et par morphème, on comprend les unités de sens, les plus petites unités de sens, qui sont les racines, les préfixes et les suffixes. Et on appelle ces mots polymorphémiques à cause de la présence de plus d'un morphème, comme dans le mot entourage qu'on a repéré dans l'extrait précédent. On sait que ces mots polymorphémiques constituent jusqu'à 80% du lexique français, mais ils peuvent constituer jusqu'à 90% des mots nouveaux des textes auxquels sont exposés nos élèves à partir du deuxième cycle. Et donc ici, nous avons souligné les mots polymorphémiques qui sont donc nouveaux. Comme vous voyez, c'est donc presque la totalité des mots nouveaux qui étaient dans cet extrait. Or, il y a une bonne nouvelle. Le sens de ces mots polymorphémiques peut être déduit par le calcul du sens de chacun des morphèmes qui les composent. Et on a estimé jusqu'à 60% de ces mots-là peuvent être déduits de cette manière. Or, pour pouvoir faire ce calcul, tout d'abord, il faut repérer les morphèmes à l'intérieur des mots. Par exemple, dans entourage, on devrait retrouver en, tour et âge. Il faut connaître le sens de chacun des morphèmes et bien sûr les règles de combinaison des morphèmes pour former des mots nouveaux dans une langue donnée, en français par exemple. En tout, cela nous dit il faut avoir des connaissances morphologiques. Or, nous savons par la recherche que ce n'est pas tous les élèves qui développent les connaissances morphologiques au même niveau. Et nous savons aussi que les bons lecteurs utilisent les connaissances morphologiques, les faibles lecteurs, non. Alors, si nous voulons donc soutenir les élèves en difficulté, il faut enseigner les connaissances morphologiques. D'ailleurs, les nouveaux modèles de compréhension en lecture intègrent déjà les connaissances morphologiques comme une ressource importante pour justement
améliorer donc le lexique mental, c'est-à-dire la connaissance des mots nouveaux. Et c'est ce qui nous a amenés vers nos objectifs de recherche. Alors, donc, sachant ce contexte scientifique, nous avons tout d'abord euh, donc formulé le premier objectif qui était d'élaborer un dispositif sur les connaissances morphologiques avec les enseignants du deuxième cycle du primaire pour améliorer la compréhension des mots et indirectement la compréhension en lecture chez les élèves en milieu multiethnique et défavorisé. Pour cela, nous avons mis en place une recherche collaborative. Donc, on l'avait commencé par identifier les besoins de formation des enseignantes. On a donc proposé une formation aux enseignantes et on a collaboré le dispositif avec les enseignantes. Ça, c'était notre première année. Et donc, notre deuxième objectif, ce serait de mettre en œuvre ce dispositif par les enseignantes et de mesurer ses effets. Pour le faire, nous avons donc mené une recherche quasi expérimentale et pour cela, nous avons mesuré beaucoup des habiletés qui ont été identifiées dans les modèles, donc que je vous ai présenté tantôt. Et pour cela, donc, nous avons fait donc 11 mesures pour voir tous les processus et les habiletés qui sont reliés à la lecture, pour voir si nos deux groupes de recherche étaient appariés. Ensuite, les enseignants du groupe expérimental ont mis en place le dispositif et en mois de avril, fin avril, mai, nous avons pris des mesures opposées pour évaluer les effets. Regardons maintenant nos résultats. En lien avec l'objectif 1, tout d'abord, une entrevue semi-dirigée nous a permis d'identifier les besoins de formation des enseignantes et nous avons offert des formations pendant 6 journées en avant-midi. Et en après-midi, nous avons donc pris le temps de coélaborer avec les enseignantes le dispositif sur les connaissances morphologiques. Et à la fin, donc des 6 journées de formation et d'élaboration, nous avons conçu un programme de 20 activités sur les connaissances morphologiques qui permettrait aux élèves d'améliorer le vocabulaire. Et nous tenons à souligner ici l'apport important des enseignantes qui ont amené non seulement leur expertise d'enseignement, mais aussi leur connaissance des besoins précis de leurs élèves dans les milieux ciblés. Par rapport à l'objectif 2, il faut savoir que nous avons mené cette recherche auprès de deux écoles. Le groupe expérimental provenait d'une école qui était donc, selon l'indice du milieu socio-économique, appartenait donc à un milieu défavorisé comme le groupe contrôle. Nous avions 6 classes dans le groupe expérimental et 9 classes dans le groupe contrôle et de troisième et quatrième année. Et bien sûr, on avait mesuré aussi quel est donc le pourcentage ou la proportion des élèves qui parlaient français ou une autre langue à la maison. Et nous avons trouvé que dans le groupe expérimental, seulement 40% parlaient le français à la maison, alors que dans le groupe contrôle, il y avait 60% des élèves qui parlaient français à la maison. Et quand nous avons pris des mesures au pré-test au mois de septembre de la deuxième année, nous avons remarqué que la majorité des habiletés ou les processus mesurés étaient en dessous de 60%. Et comme on voit ici, ce sont donc des connaissances morphologiques qui posent problème, le vocabulaire, que ce soit en étendue ou en profondeur, la connaissance, donc la compréhension des textes et bien sûr l'orthographe lexicale et l'identification des mots. Cela nous fait penser au fait que ce sont les mêmes habiletés qui ont été identifiées comme des sources de difficultés pour la crise de la quatrième année que les chercheuses américaines ont identifiées en 90. Donc, quand on parle dans le débat actuel de la crise de la quatrième année, on retrouve les mêmes
sources de difficultés. Et nous avons ajouté aussi les connaissances morphologiques parce que dans l'étude américaine, les connaissances morphologiques n'étaient pas mesurées étant donné que à ce moment-là, les connaissances morphologiques ne constituaient pas un facteur important ou prédictif de la compréhension en lecture. Et de plus, selon nos analyses, nous avons constaté que les élèves plurilingues qui parlent une autre langue à la maison donc performent constamment moins bien que leurs pairs monolingues, mais leur différence est significative quand il s'agit du vocabulaire et des connaissances morphologiques. Donc, nos élèves plurilingues en milieu défavorisé sont doublement pénalisés. D'où l'importance de les soutenir de manière prioritaire. C'est ce que le concours avait ciblé avec justesse en 2019. Or, ce qui est intéressant, c'est que après l'expérimentation, nous avons vérifié des différences entre dans le groupe expérimental et le groupe contrôle. S'ils étaient appariés au pré-test, comme on peut voir ici, à part le fait que le groupe contrôle était meilleur en vocabulaire au pré-test, quand on a mesuré les mêmes habiletés au post-test, nous avons constaté que le groupe expérimental, le groupe qui a suivi notre dispositif sur les connaissances morphologiques, a amélioré l'ensemble des sources de difficultés, c'est-à-dire les connaissances morphologiques, le vocabulaire et l'orthographe lexicale. Et on avait aussi remarqué une amélioration pour la compréhension des textes et de phrases, mais la compréhension de textes n'était pas au niveau significatif. C'est-à-dire qu'ils se sont améliorés, mais statistiquement parlant, ces différences n'étaient pas significatives. Ce qui, en fait, nous rappelle le fait que soutenir la compréhension en lecture, ce n'est pas la soutenir en développant un seul processus ou une seule habileté ou une seule connaissance. Donc, développer ou soutenir la compréhension en lecture, c'est soutenir chacun des processus, des habiletés ou des connaissances avec un enseignement planifié. Donc, c'est à se rappeler cela tout au long euh, des propos de cette présentation. Il y avait aussi d'autres retombées que nous avons intéressantes à partager. C'était la motivation. Ça ne se reflète pas dans les chiffres, mais selon le journal de bord et selon les rencontres que nous avons eues avec les enseignantes de manière mensuelle, les élèves de troisième, quatrième année sont passés de manque d'intérêt ou de participation à des élèves qui étaient très actifs dans ces activités et surtout, il y avait des enseignantes qui parlaient même d'étoiles dans les yeux de leurs élèves. Donc, beaucoup de motivation qui a été développée par ce dispositif sur les connaissances morphologiques. Et aussi un autre aspect très intéressant, c'est le transfert qui a été fait par les élèves des connaissances qui ont été développées par le dispositif dans différents contextes comme le vocabulaire, l'écriture, les différentes disciplines scolaires. C'est ce que nous souhaitions, mais que nous n'avions pas donc mesuré de manière chiffrée. Et ce sont ces résultats encourageants qui nous ont permis de proposer quelques pistes d'action selon chacun des pôles de triangle pédagogique. Tout d'abord, concernant les besoins des élèves, notre étude a permis justement de voir quels sont les besoins des élèves dans ces milieux et aussi de voir la nécessité de soutenir les élèves dans ce passage
pivotal de apprendre à lire pour apprendre. Nous savons que la connaissance des mots est une source éventuelle de difficultés et c'est ce que nous devons soutenir par un enseignement systématique et nous avons déjà fait la preuve que la connaissance, donc l'enseignement systématique des connaissances morphologiques est une piste à explorer et nous le recommandions que ce soit fait à grande échelle, c'est-à-dire à l'ensemble de la province. Et à ce sujet, nous avons constaté avec beaucoup d'enthousiasme et que nous saluons grandement le fait que le nouveau programme, le programme provisoire de 2025-2026, prévoit déjà un enseignement ou prescrit l'enseignement des connaissances morphologiques, non seulement avec beaucoup plus de précision, mais aussi dès le premier cycle du primaire. Et c'est à juste titre qu'il faut penser à enseigner très tôt les connaissances morphologiques parce que ça se développe selon chacune des étapes du développement de la lecture. Nous développons des connaissances morphologiques qui soutiennent ces étapes. Alors, nous proposons même de le faire dès la maternelle, donc proposer des activités donc à saveur morphologique dès la maternelle. Euh, et nous avons le plaisir de dire que notre dispositif dont nous présentons en annexe toutes les composantes est en soutien de ce programme. Et aussi, nous recommandons qu'une réflexion à l'échelle de l'école soit donc entamée pour donc répartir le contenu des connaissances morphologiques par cycle et par niveau. Aussi, de manière beaucoup plus précise, le programme provisoire décrit les préfixes et les suffixes qui doivent être enseignés. Et nous, notre expérience et aussi le retour que nous avons des enseignantes qui ont expérimenté le dispositif dans leur classe, c'est de viser 3 préfixes par année. Ce serait suffisant, mais d'aller en profondeur. Comme donc je vous ai mis en annexe des façons d'entamer ou d'aborder les préfixes. Ce serait bien d'aller en profondeur. Les élèves ont déjà développé des connaissances implicites par rapport aux préfixes. Ils connaissent probablement un sens, mais d'aller vers d'autres sens de ce même préfixe. Et on parle toujours des préfixes les plus productifs. Parce que notre but derrière toujours le dispositif, l'enseignement des connaissances morphologiques, c'est d'outiller, de donner des outils à nos élèves. Et enseigner les morphèmes les plus productifs, c'est de donner des outils puissants qui permettent de déduire le sens de plusieurs mots nouveaux. Et bien sûr, ce que nous avons retenu de notre recherche, c'est la nécessité de modéliser le transfert des connaissances morphologiques. Il ne faut pas laisser donc à la disposition des élèves de faire le transfert dans les divers aspects de la littératie. Les bons élèves vont le faire, mais les faibles, non. Alors c'est à nous de leur montrer comment nous faisons, en donc explicitant à haute voix, comment nous faisons pour déduire le sens des mots nouveaux quand nous les rencontrons dans les textes. Alors, il est important de se rappeler ici que nous ciblons les connaissances morphologiques en partant de ce que nous avons trouvé dans notre recherche, mais aussi nos recherches nous ont souligné la nécessité de soutenir la compréhension de la lecture par un enseignement équilibré de tous les processus qui soutiennent ou qui sont impliqués dans la compréhension en lecture. Et un autre apprentissage que nous avons fait à travers notre recherche, c'est de soutenir de manière systématique et continue la formation des enseignantes. On a été agréablement surprise de voir à quel point les enseignantes voulaient se former, voulaient soutenir leurs élèves qui
ont des problèmes avec le vocabulaire, surtout en milieu multiethnique. Et on avait vu, selon nos donc, modalités de soutien, qu'il y a des moyens à mettre en place. Tout d'abord, du point de vue pédagogique, nous tenons comme important de offrir des formations pour la mise à jour des pratiques enseignantes. Il faut les soutenir, les enseignants. Il faut trouver des moyens qui leur créent des conditions idéales, gagnantes, pour qu'elles mettent à jour constamment leurs pratiques enseignantes. Le domaine de la lecture est un domaine de recherche très dynamique. Il y a beaucoup d'avancées et il faut qu'on mette à jour nos connaissances. Et on sait déjà les relations donc, qui sont entre les connaissances des enseignantes et la réussite des élèves en lecture. Et ce que nous avons fait, donc on a proposé un soutien tout au long de l'expérimentation, malgré les 6 journées de formation. Alors nous rappelons encore la nécessité non seulement de former les enseignants, mais de prévoir un accompagnement pour la mise en œuvre de ce qui a été retenu des formations. Et pour cela, il y a un coût. Donc, sur le plan financier, il est important de prévoir la libération des enseignants, il y a, l'embauche de personnes ressources autres que les conseillers pédagogiques pour soutenir des projets particuliers comme l'implantation à grande échelle des connaissances morphologiques. Et bien sûr, il faut prévoir aussi l'achat ou la production du matériel pédagogique pour les nouvelles pratiques. Et aussi, autre piste à explorer absolument pour nous, c'est de repenser la collaboration avec le milieu scolaire. Il faut que cette collaboration soit efficace et flexible et gagnante pour les deux milieux. Et nous pensons que si le milieu université a les ressources pour la mise à jour des pratiques, le milieu scolaire a aussi toute cette expertise du terrain. Il faut qu'on les conjugue pour soutenir nos élèves. Et aussi, le milieu scolaire peut ajouter comme critère de sélection des projets ces projets qui impliquent ou qui incluent la formation et l'implication des enseignantes dans la mise en œuvre des pratiques enseignantes. Bien sûr que nous avons beaucoup appris de ce projet de longue haleine, de 4 ans en fait, et qui, donc, oui, sur le plan de donc des recherches en psycholinguistique, on connaît un peu mieux le rôle causal des connaissances morphologiques dans le développement du vocabulaire et de la compréhension en lecture. Nous avons apporté des preuves de cette efficacité dans le contexte français. Mais sur le plan didactique, nous avons proposé un dispositif innovant qui articule les expertises des deux milieux, scolaires et universitaires. Et nous avons trouvé que la recherche collaborative, telle qu'on l'avait mise en place, est un choix méthodologique à privilégier dans les recherches dans le domaine de la didactique des langues. Et pour le milieu scolaire, les retombées, c'est une meilleure connaissance des besoins de nos élèves et aussi la nécessité d'identifier les besoins pour chacune des étapes du développement de la lecture. Et nous avons ciblé une étape, cette étape du passage entre les deux phases, comme on l'avait souligné. Et nous avons proposé un dispositif qui pourrait être donc un modèle pour développer d'autres dispositifs par rapport aux connaissances morphologiques, de soutenir l'application du programme provisoire du ministère et aussi nous avons contribué au développement professionnel des enseignantes des 2 groupes de recherche parce que nous avons aussi offert la formation aux enseignantes du groupe contrôle et bien sûr comme chaque recherche, il y avait des limites dans cette recherche. Nous, on aurait souhaité avoir fait des observations en classe pour voir la fidélité de l'implantation du dispositif.
On avait mis en place le journal de bord et les rencontres mensuelles, mais on aurait aimé ajouter aussi les observations en classe pour une meilleure triangulation. Et aussi, on aurait aimé faire la même chose avec le groupe contrôle parce qu'on avait appris que même les enseignants du groupe contrôle avaient mis en place une intervention qui donc se basait sur le matériel qui est sur la diapo et qui portait sur l'amélioration de la phrase écrite. Et on aurait aimé aussi avoir un meilleur appariement entre les deux groupes de recherche par rapport à la proportion des élèves qui parlaient une autre langue donc à la maison. Si le choix que nous avons fait est le choix souhaitable du point de vue écologique et social, parce qu'on a soutenu le groupe qui avait donc qui parlait le plus une autre langue maternelle à la maison, mais du point de vue scientifique, pour une plus grande rigueur scientifique, on aurait aimé donc avoir un meilleur appariement. Et bien sûr, après avoir fait cette recherche, nos souhaits, c'est de voir comment on pourrait concevoir un dispositif sur les connaissances morphologiques qui intègre le transfert des connaissances morphologiques sur tous les aspects que vous voyez ici, qui ont déjà été documentés, être améliorés par l'enseignement des connaissances morphologiques. Un tel dispositif permettrait d'optimiser le temps d'enseignement des enseignantes, mais aussi d'apporter un autre éclairage pour la communauté scientifique sur le rôle des connaissances morphologiques. Et bien sûr, on aurait aimé donc souhaiter mesurer les effets d'un tel dispositif sur 2 ans pour voir combien donc ce transfert des connaissances pourrait améliorer les divers aspects de la compréhension lecture. Voilà, je m'arrête là. OK. Merci beaucoup pour votre écoute, puis j'espère que j'aurai l'occasion de présenter un petit peu ce que je vous ai apporté comme soutien, comme exemple d'activité morphologique en annexe. Donc, je vous présente Madame Giguère, Marie-Hélène. Alors, Marie-Hélène Giguère est professeure au département d'éducation et formation spécialisée à l'Université du Québec à Montréal. On avait 2 personnes de l'UQAM aujourd'hui, c'est intéressant. Elle s'intéresse à la didactique de la grammaire et de l'écriture, particulièrement à l'enseignement de la syntaxe et à la ponctuation, de même qu'au développement professionnel du personnel enseignant et d'accompagnement orthopédagogue, conseiller, conseillère pédagogique, notamment. Donc, Madame Giguère va nous faire une présentation liée à son projet sur la coélaboration d'une auto-formation numérique pour favoriser le développement professionnel d'enseignants, enseignantes en syntaxe et en ponctuation, une recherche-action, développement en milieu défavorisé. Alors, à vous la parole. Alors, bonjour tout le monde. Donc, oui, je suis la chercheuse principale de l'étude, mais j'ai été accompagnée tout au long du projet par mes merveilleuses collègues Marie-Carole, Rosiane et Claude, que je salue. Alors, les objectifs de la communication aujourd'hui, là, c'est de présenter quelques résultats de la recherche, évidemment, les résultats saillants, de discuter de pistes de solutions pour les milieux de pratique et présenter les limites et pistes de recherche futures. Donc, on se reporte en 2021. J'ai répondu à l'appel de proposition du Fonds de recherche québécois dans l'axe de la littératie en contexte de développement professionnel. Il y a 2 questions qui ont contribué à soutenir le projet de recherche. Donc, c'était comment l'offre de formation continue actuelle contribue à rehausser les compétences langagières du personnel enseignant dans l'ensemble des contextes liés à l'exercice de sa profession et quels sont les besoins du personnel enseignant selon les secteurs d'enseignement en ce qui a trait au perfectionnement de ses compétences langagières. Alors, à partir de cet axe-là et de ces 2 questions, ça m'a amené à définir 2 objectifs de recherche. Alors, le premier objectif, c'était de coélaborer une auto-formation numérique comportant des textes didactiques, des activités didactiques, des exemples de pratiques sur vidéo pour l'enseignement de la syntaxe et de la ponctuation au 3e cycle du primaire et au 1er cycle du secondaire.
Alors, c'était un devis de recherche-développement qui consiste à développer un produit qui répond à un besoin par le biais de boucles de validation. La modalité de l'auto-formation numérique, elle a été choisie par notre équipe pour plusieurs raisons. Alors, d'abord, elle offre des avantages importants sur les plans de l'accessibilité et de la flexibilité. Le contenu qu'on propose peut être diffusé à large échelle, être suivi de manière asynchrone, donc au rythme de la personne qui suit la formation dans le lieu qui lui convient, moyennant une connexion Internet. Elle permet aussi un contrôle du contenu par l'équipe de recherche et elle permet d'aller aussi au-delà d'une transmission d'outils pour la classe en proposant des activités qui sont plus interactives. Ensuite, la recherche avait un deuxième objectif, c'était de décrire les effets de la coélaboration de l'auto-formation numérique sur les savoirs linguistiques et didactiques des enseignants et des enseignantes qui participaient à l'élaboration de l'outil. Donc, moi, je voulais pas seulement créer une auto-formation de mon côté avec mon équipe. Pour moi, c'était important de le faire en collaboration avec des enseignants et on voulait voir par un devis de recherche-action ce que les participants apprenaient. Donc, pour un rappel, une recherche-action, c'est de la recherche qu'on fait avec les participants et non pas sur eux. Alors, on voulait savoir comment ils évoluaient lorsqu'ils se mettaient dans la posture à la fois de personnes qui reçoivent la formation, mais la posture aussi de formateur pour d'autres personnes. Donc, ça, c'était nos deux objectifs. Et l'objet de l'auto-formation, ce qu'on voulait diffuser dans le cadre de cette auto-formation-là, c'était la séquence didactique qui porte sur l'enseignement de la syntaxe et de la ponctuation et qui avait été conçue et validée par notre équipe de recherche entre 2016 et 2020. Ça fait donc près de 10 ans qu'on travaille sur ce projet-là dans notre équipe. Alors, elle consiste en trois dispositifs que je vous expose brièvement. Le premier dispositif, c'est qu'est-ce qu'une phrase, où on découvre les concepts de phrases graphiques, phrases syntaxiques à l'aide de manipulation de carton. La ponctuation négociée, dans ce dispositif-là, on justifie l'utilisation de signes de ponctuation à la manière des phrases dictées du jour. Et finalement, la combinaison de phrases libres où on amène les élèves à combiner de courtes phrases en une seule phrase graphique et où on analyse les procédés de combinaison employés. Et donc, cette recherche-là, elle a été financée par le FRQ. Vous pouvez d'ailleurs avoir accès au rapport de recherche. Tout le matériel qui avait été conçu pour aider les enseignants à animer cette séquence-là, il a été déposé sur un groupe Facebook privé, mais ça ne semblait pas suffisant parce que ça correspond plus à une utilisation passive des technologies de l'information et de la communication selon le continuum de Romero. Donc, il y a des enseignants qui nous ont confié avoir téléchargé tout le matériel, mais pas avoir été en mesure de le mettre en action dans leur classe. Et c'est de là qu'est survenue l'idée de l'auto-formation. On s'est dit, ça prend plus d'interaction, même si c'est par le biais du numérique asynchrone. Alors, dans le cadre du projet qui s'est déroulé sur 4 ans, la première année, j'ai osé faire connaissance avec 8 enseignantes et enseignants par le biais d'une première collecte de données. Alors, ça a été la première chose. Ils ont été très courageux de m'accueillir avec une première collecte de données. Les collectes vont être décrites dans les diapositives suivantes. Là, je vais commencer par parler du déroulement, puis je vais expliciter les collectes par la suite. Ensuite, il y a eu une journée de formation qui a débuté le projet, mais on ne pouvait pas, dans le cadre de notre projet, dégager les enseignants. Alors, on a poursuivi avec 6 accompagnements en classe, à la fois par moi et par une conseillère pédagogique. Donc, plutôt que de former les gens à l'extérieur de la classe, on les accompagnait dans leur classe. On a fait aussi on a organisé 3 rencontres de cercle pédagogique qui ont eu lieu pour échanger sur les pratiques. Et finalement, une deuxième collecte de données a eu lieu après les 6 accompagnements et une rencontre collective de partage d'expérience a conclu la première année.
Et j'aimerais souligner, là, si vous regardez les dates, que cette année-là a eu lieu pendant la COVID-19. Alors, tout le monde était masqué. Je trouve que ça donne encore plus de crédit aux enseignantes et aux enseignants qui m'ont généreusement ouvert la porte de leur classe, là, alors qu'ils avaient beaucoup d'autres choses à faire, dont désinfecter les bureaux à tout bout de champ. Donc, à l'an 2, on a 6 participants qui ont poursuivi parce que, bon, il y en a une qui est allée en première année du primaire, puis là, ben, son contexte ne fonctionnait plus, et une autre qui est allée en congé de maternité. D'ailleurs, dans les enseignantes et les enseignants, on a eu 3 bébés pendant le projet. On a commencé par une rencontre collective et dans le but d'élaborer une structure de l'auto-formation et de discuter des aspects qui étaient encore difficiles à maîtriser par les participants. Et ensuite, on a réalisé des tournages d'activités qui n'avaient pas pu être documentés dans le projet précédent, comme par exemple l'activité Qu'est-ce qu'une phrase? On n'avait pas de traces vidéo et on a pu aller en chercher grâce aux participants. Cette année-là, il y a eu un seul accompagnement et tous les enseignants avaient poursuivi leur expérimentation de la séquence didactique de façon plus autonome. Et en avril, on a organisé une rencontre collective pour discuter des outils disponibles du projet précédent et de voir comment les enseignants s'en servaient. Donc, par exemple, ils nous ont parlé de l'organisation du tableau des procédés de combinaison qui ne leur semblait pas convivial. Et ils nous ont donné des pistes pour faciliter sa lecture. Et en équipe, ensuite, on est allé ajuster ce tableau-là. La deuxième année s'est terminée avec une troisième collecte de données. Les 3 collectes ont permis de répondre à l'objectif 2, qui, je le rappelle, visait à décrire les effets de la coélaboration sur les savoirs linguistiques et didactiques des enseignants. Finalement, lors de la troisième année, notre équipe a réalisé des tournages supplémentaires dans 2 classes pour compléter l'offre d'exemples sur vidéo. Entre autres, on voulait documenter des activités où les enseignantes sont expertes, mais dans lesquelles les élèves commencent à découvrir l'activité. Parce que souvent, quand on voit des exemples sur vidéo, les enseignants sont bons, mais les élèves sont vraiment bons aussi. Et ça a comme effet de décourager un peu certaines personnes qui se disent Hey, moi, mes élèves ne seront jamais capables d'être aussi bons que ça. Donc là, on avait vraiment un contexte où les élèves débutent. On a aussi réalisé des entrevues qui visait notamment à illustrer les pratiques invisibles, comme par exemple quand les enseignants font de la combinaison de phrases, on leur suggère de prendre les cahiers des élèves et de sélectionner les phrases à part, dans un temps protégé avant de faire l'analyse devant tout le monde. Mais comment on fait ça? Alors, c'est ce qu'on a voulu documenter dans la troisième année. Ensuite, quand on est arrivé à notre quatrième année, notre équipe a été soutenue par l'équipe de Cadre 21 pour la mise en ligne de l'auto-formation. Pourquoi on a choisi l'organisme Cadre 21, qui est un organisme à but non lucratif financé par le ministère? C'est parce qu'en plus d'être des experts de la construction d'auto-formation numérique, des rétroactions offrent aux participants des badges numériques. Et là, je vous invite à regarder ici là, leur façon de travailler. Et donc, les badges numériques reconnaissent le temps investi dans le développement professionnel et les enseignants peuvent se constituer un portfolio. Donc, la mise en ligne de l'auto-formation numérique représente le résultat de l'objectif 1, puisqu'il s'agit d'une recherche-développement. Il y a eu 2 boucles de validation pendant le projet. Alors, d'abord, on a procédé à un ajustement du matériel existant grâce aux commentaires des enseignants qui participaient avec nous. Et on a réfléchi à l'introduction d'activités interactives pour favoriser l'appropriation de savoirs linguistiques et didactiques. Alors, entre autres, on a créé des questionnaires de régulation, des exemples de pratiques sur vidéo supplémentaires, des témoignages, des capsules explicatives ou des capsules de modelage. On a créé des référentiels appuyant les différentes prises de décision, le déroulement des activités. Quand tout ça a été finalisé, on a mis en ligne une première version de l'auto-formation. Alors, donc, c'était une première boucle. Et un questionnaire a été envoyé à des personnes enseignantes, des conseillers pédagogiques, des experts en didactique de la grammaire. Et leurs réponses nous ont permis d'apporter des ajustements
à partir de leurs commentaires et suggestions pour ensuite publier la version définitive qui est disponible sur le site de Cadre 21. Alors, l'adresse se trouve sur cette diapositive-ci, cadre21.org. Chez Cadre 21, il existe 4 niveaux de badge. Le niveau explorateur permet d'apprendre les contenus. Le niveau architecte valide la mise en œuvre en classe, ce qui a été expérimenté concrètement. Le niveau virtuose confirme l'appropriation des contenus par la personne, donc créer des nouvelles activités à partir des mêmes principes. Et le niveau leader, c'est l'accompagnement dans sa communauté. Conserver la structure à 4 niveaux, ça nous apparaissait très ambitieux parce que le temps investi à chaque niveau aurait été assez excessif. Ça aurait représenté une dizaine d'heures, par exemple, pour obtenir le badge explorateur, réaliser une quinzaine d'activités dans sa classe pour le badge architecte. Donc, grâce au soutien de Cadre 21, on a réorganisé leur structure pour déployer 3 niveaux explorateurs et 3 niveaux architectes en fonction des différents dispositifs de notre séquence didactique. En date du 31 octobre, donc vendredi dernier, le nombre de badges décernés aux 3 niveaux explorateurs est de 761. Et on compte aussi 1621 formations qui ont été débutées, sans toutefois que le badge ait été demandé. Alors, les chiffres de fréquentation sont vraiment très impressionnants, ce qui tend à démontrer la nécessité et l'utilité d'une telle auto-formation dans l'écosystème scolaire. Alors, j'ai dit que j'allais revenir sur les éléments de collecte de données pour l'objectif numéro 2. Donc, 2 instruments de collecte ont principalement été utilisés, soit l'entretien d'autoconfrontation et semi-dirigé, puis la correction explicitée. On voulait observer la mobilisation des savoirs dans des contextes réels pour les enseignants et non pas par des tests de grammaire décontextualisés. Donc, comment ils apprennent la grammaire et comment ils la mettent en œuvre concrètement dans des activités écologiques d'enseignement. Alors, pour l'entretien d'autoconfrontation, on a demandé aux enseignants d'animer une activité de syntaxe-ponctuation au choix. Cette activité a été filmée à l'aide d'une tablette et on ciblait seulement l'enseignant. On ne s'est pas ici intéressé aux élèves. Sur le vif, il y a un extrait qui était choisi par la chercheuse et j'ai appelé cet extrait-là, je l'ai appelé Aigre doux parce que ça devait être une situation bien maîtrisée, mais qui aurait pu être meilleure. Il devait donc y avoir des éléments positifs et à améliorer dans un extrait d'environ 5 à 7 minutes. Alors, une fois que cet extrait-là avait été choisi, les enseignants ont ensuite décrit ce qu'ils voyaient dans l'extrait sans se justifier. Donc, c'est vraiment de la description. Là, je suis en train de faire ça, là, je suis en train de faire ça, là, je réponds à une question. Donc, vous voyez, on décrivait l'extrait. Et par la suite, on est passé à un entretien semi-dirigé qui leur demandait de parler de l'activité au complet. Donc, c'était quoi ton objectif? C'est quoi pour toi un bon coup ou un défi pour la prochaine fois? Et de leur enseignement de la syntaxe ponctuation sur une année complète. Pour ce qui est de la correction explicitée, on leur a demandé un texte d'élève, on leur a présenté un texte d'élève qui contenait 20 erreurs au primaire et 28 au secondaire, des erreurs seulement de syntaxe ponctuation. Et on leur a demandé de corriger la syntaxe ponctuation à haute voix. Là, vous voyez apparaître le texte du primaire. Et ils devaient expliciter leur décision. Alors, une fois que la correction était terminée, on leur a demandé de nommer une force et un défi de l'élève en syntaxe et en ponctuation et de proposer une intervention pour aider l'élève à progresser. Finalement, on a posé des questions sur leur conception grammaticale du genre, c'est quoi pour toi une phrase? Qu'est-ce que c'est la syntaxe? Qu'est-ce que c'est la ponctuation? Les 2 entretiens, ils ont été enregistrés de manière audio, ils ont été transcrits. Et puisqu'on voulait savoir comment les savoirs linguistiques et didactiques évoluaient, on a codé les entretiens en fonction de plusieurs paramètres. Donc, dans leur langage, quand ils s'expriment dans les entretiens, quels savoirs sont convoqués? Quel est le métalangage utilisé dans ces 2 entretiens et les pratiques qui ont été mises en œuvre et déclarées? Alors, les premiers résultats portent sur les savoirs linguistiques. Donc, à gauche, dans l'entretien, on a vu une augmentation des savoirs justes et précis en vert foncé.
une diminution des savoirs plus ou moins justes et précis qu'on voit en vert pâle et une diminution des savoirs inexacts en bleu foncé. Dans l'entretien de correction, qui se trouve à droite, on a vu une augmentation de la première année des savoirs complets et incomplets, donc les deux verts, vert pâle et vert foncé, mais les savoirs inexacts sont restés stables en bleu foncé. Ce qui nous a étonné, par contre, ça a été la diminution de l'absence de savoir convoqué explicitement en bleu pâle, surtout la première année. Et au temps 3, ça augmente de nouveau, probablement en raison des conditions de l'entretien. Je dois quand même préciser qu'on a été très sévère dans notre codage pour éviter les effets plafond. Alors, pour obtenir le vert foncé, peu importe l'entretien, il fallait que ce soit parfait, d'où le fait que le vert pâle, où c'est plus ou moins juste, était un peu plus élevé. En ce qui a trait au métalangage qui était convoqué dans les deux entretiens, dans l'entretien d'autoconfrontation à gauche, on observe une grande augmentation du métalangage juste et précis, qui est en vert foncé, et une grande diminution du métalangage imprécis. Ils se sont en fait inversés là, dans les pourcentages d'utilisation, et une quasi-absence du métalangage inexact. On remarque que le temps vert foncé est resté stable la deuxième année au temps 3. Dans l'entretien de correction, qui se trouve à droite, on voit l'augmentation du métalangage juste et précis en vert foncé et imprécis en vert pâle, mais on voit aussi une diminution de l'absence de métalangage utilisé explicitement qui se trouve en bleu pâle. La deuxième année, on observe aussi une diminution du métalangage inexact qui se trouve à être en bleu foncé. Pour analyser les pratiques, on a codé l'entretien d'autoconfrontation et semi-dirigé grâce à une grille qui provenait des travaux de Carole Fischer et qui était inspirée sur les pratiques pour les dictées métacognitives et interactives. Alors, pour chacune des trois catégories, posture d'ouverture, compétences grammaticales, compréhension du sens de l'activité, des gestes précis pouvaient être observés. Et afin de décrire au mieux les pratiques observées par les enseignantes, nous avons codé en reformulant le plus près possible de leurs propos. Et ça nous a permis ensuite de classer les items dans les différentes catégories tout en conservant des détails. Alors, par exemple, dans compréhension du sens de l'activité, qui est la troisième catégorie en bas, les enseignants ont beaucoup parlé de modelage au temps 1, mais de guidage au temps 2 et 3. Donc, guider, modeler le raisonnement, on a vu un effet entre les temps de mesure. C'est le même code, mais le déploiement est différent. On a aussi mis en parallèle des codes qu'on a indiqués maladresse lorsque les enseignants exprimaient des observations où une meilleure action aurait été préférable. Alors, c'était jamais nous qui avons dit, ouais, ça, c'est un peu maladroit. C'est les enseignants qui disaient, ouais, là, j'ai pas trop écouté ce que les élèves me disaient, là, j'aurais pu être meilleur. Donc, le code maladresse, c'est ça que ça veut dire. Alors, donc, pour la posture d'ouverture, on voit que les pratiques écouter les dires des élèves augmentent entre les temps 1 et 2 et entre les temps 1 et 3, c'est ce qui est en vert foncé, et les maladresses perçues en vert pâle disparaissent dès les temps 2 et 3. La pratique faire expliciter ou préciser en bleu foncé augmente entre les temps 1, 2 et 3 et des maladresses apparaissent au temps 3, bleu pâle. On pourrait se demander pourquoi les maladresses sont exprimées après 2 ans d'expérimentation, quand même, tu sais, ça fait 2 ans. Mais les enseignants semblent devenir plus critiques et ils sont plus conscients des cibles à atteindre. C'est donc pour nous un bon signe. Leur regard professionnel semble s'affiner. C'est comme s'ils perçoivent mieux les moments plus difficiles à manœuvrer en classe et c'est pour ça que des maladresses peuvent apparaître. Le geste impliquer les autres élèves en rose reste important pour eux aux 3 temps, alors que demeurer neutre en orange, donc accueillir les réponses des élèves de façon neutre avec son non-verbal, ça apparaît au temps 2 et 3, et ça semble signifier que le geste a été appris grâce à notre accompagnement et qui devient important pour eux de le souligner.
Concernant la compétence grammaticale, ces observations-là, ces extraits-là, ce sont les plus fréquents des trois postures, donc les plus mentionnés. D'abord, le geste de fournir des explications justes qu'on voit en vert foncé augmente, de même que les maladresses perçues en vert pâle, surtout au temps 3. Le geste de donner des explications claires qu'on voit en bleu foncé augmente aussi, surtout au temps 2. Et les maladresses en bleu pâle augmentent aussi et deviennent plus présentes au temps 3. L'utilisation d'un métalangage précis, donc, ça semble aussi jugé important, c'est peu important, pardon, c'est moins de 10%, là, ce qui est en rose, mais les maladresses observées diminuent en orange. Ils se sentent moins maladroits. Et enfin, pour le geste d'oser ces interventions qu'on voit en violet, il est perçu comme important, mais baisse au temps 2 et 3 avec la mention de maladresse qu'on voit en chartreuse au temps 1 et 3. Finalement, pour la compréhension du sens de l'activité, le geste exigé des preuves en vert foncé et questionné de manière habile en rose sont très forts au temps 1, mais presque disparus des temps 2 et 3. Le geste donner des pistes sans donner la réponse, qui est en bleu foncé, montre une augmentation importante entre les temps 1 et 2, de même que la maladresse perçue en bleu pâle. Il semble donc que ce soit un geste perçu comme difficile à mettre en œuvre pour les enseignants, de donner des pistes sans donner la réponse. Le geste guidé, modelé en violet reste présent surtout au temps 1 et 3. Gérer la discussion en gris avec ces maladresses qui sont en bleu ciel augmente au temps 2 et 3. Et finalement, résumer et conclure, on le voit en Bourgogne seulement au temps 1, mais l'extrait choisi a eu une influence parce que c'est le 5 à 7 minutes dont les enseignants parlaient était souvent au milieu de l'activité, ce qui fait en sorte que ce geste-là apparaît moins. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ces résultats? D'abord, concernant l'objectif 1, on peut dire que la disponibilité d'une auto-formation numérique de qualité pour enseigner la syntaxe ponctuation, ça représente la principale retombée du projet, le fait que ça soit disponible. Donc, cette auto-formation-là va être utile pour des enseignants, pour des orthopédagogues qui ont accès à un contenu validé par la recherche, gratuit en utilisant une adresse professionnelle pour se créer un compte sur Cadre 21 et conçu pour l'apprentissage professionnel. Les résultats associés à l'objectif 2 démontrent aussi que les apprentissages professionnels sont durables et transférables dans la pratique, dans la classe auprès des élèves. L'auto-formation est aussi utile pour les directions d'établissement qui voudraient obtenir l'harmonisation des pratiques de leur équipe école ou soigner la transition entre le primaire et le secondaire dans un secteur. Elle est aussi utile à des conseillères et conseillers pédagogiques pour soutenir la mise en œuvre de communautés d'apprentissage professionnel, de communautés de pratique ou de cercles pédagogiques. Et finalement, parce que les décideurs ont utilisé des notions qui sont propres à la séquence didactique dans le programme provisoire de français, dont la phrase graphique et la phrase syntaxique, l'appropriation pourrait se faire plus aisément puisque l'auto-formation est disponible. Les contributions de ce projet sont nombreuses. Alors d'abord, les outils pratiques ont été développés. Moi, je suis particulièrement fière des capsules vidéo qui illustrent l'utilisation de la méthode d'analyse 1, 2, 3, 4. Là, c'est ce que vous voyez, un extrait, une saisie d'écran là, sur le haut ici. C'est deux capsules, une pour le primaire et une pour le secondaire, qui montrent la puissance de l'analyse grâce aux manipulations syntaxiques qu'on exerce sur des phrases volontairement complexes. Alors, c'est pas évident que ça va marcher, mais ça finit par fonctionner. Et ensuite, on a formalisé 15 gestes pour l'enseignement de la syntaxe et de la ponctuation en nous appuyant sur la grille de Fischer, mais aussi sur les gestes élaborés par Colgis, Brissot, Fischer et Nadeau sur les activités pour enseigner l'orthographe grammaticale comme la dictée zéro faute ou la phrase dictée du jour, donc qui ont été adaptés pour la syntaxe et la ponctuation et on en a fait une affiche que vous voyez aussi à l'écran. Concernant les contributions scientifiques, la méthodologie de correction explicitée a représenté une innovation importante pour les travaux en didactique de la grammaire. Il n'y a aucune recherche qui avait exploité cet outil méthodologique pour la syntaxe et la ponctuation. C'est aussi une mise en action des savoirs dans un contexte que les enseignants connaissent bien. Corriger, c'est là
qu'on exploite nos savoirs linguistiques. C'est donc un test contextualisé avec une belle valeur écologique. Et enfin, la participation d'enseignantes et d'enseignants à des projets de recherche-action, de recherche-développement ou de toute recherche collaborative semble vraiment positive. Euh, Anila en a parlé tout à l'heure, mais ma collègue Marie-Èle Wins dit aussi que la collaboration, ça amène un investissement soutenu des enseignants dans leur développement professionnel quand ils participent à des formations, à des recherches collaboratives. D'ailleurs, il y a un entretien qui a été mené auprès de deux CP présentes la première année. On leur a demandé pourquoi, selon elles, les enseignantes étaient restées pendant toute l'année. Tu sais, pourquoi ils ne se sont pas désistés alors qu'on leur en demandait quand même beaucoup. Et selon elles, c'est parce que le projet répondait d'abord à un besoin de formation sur la syntaxe et la ponctuation, donc le contenu a pesé lourd. Ensuite, elles ont dit que les enseignants sont en constant questionnement sur les manières d'amener les élèves à transférer leurs connaissances en grammaire, en écriture dans leurs textes, et la séquence didactique permet ça. Donc, en voyant les effets tangibles de la séquence sur leurs élèves, ils ont poursuivi leur engagement, ce qui confirme les arguments de Goski et Youn. Et finalement, la formule d'accompagnement en classe, ça leur offrait un soutien naturel, sans jugement, leur offrait le droit à l'erreur. Et entre vous et moi, on a un peu appliqué comme équipe de recherche les mêmes principes d'apprentissage que ceux qui ont été préconisés pour la séquence. Comment on répond aux deux questions de l'appel de recherche? Donc, ben, d'abord, ce qu'on doit dire, c'est que les modalités de développement professionnel gagnent à faire une place aux vidéos de classe pour accompagner ensuite les expérimentations dans le respect professionnel par la discussion et par les échanges constructifs. Euh, Dans ce contexte-là, les auto-formations numériques peuvent aussi contribuer ou participer à bonifier les activités de développement professionnel en les considérant comme un outil complémentaire. Alors, on ne voudrait surtout pas que toute la formation continue devienne asynchrone et en ligne. C'est pas de ça, il s'agit d'un outil complémentaire dans le développement professionnel. La transposition en auto-formation, ça permet d'assurer une formation continue de qualité, à grande échelle, à moindre coût, en offrant de la flexibilité et une reconnaissance pour les personnes enseignantes. Donc, si j'ai un badge numérique, je peux le faire reconnaître dans les 30 heures de formation continue qui sont exigées maintenant par le gouvernement. Très important, l'auto-formation pourrait prendre en charge les dimensions des savoirs pour permettre au CP de passer d'une posture de formation à une posture d'accompagnement. C'est un peu comme si la formation continue prenait la forme d'une classe inversée. Donc, le temps normalement accordé à la formation est pris en charge par l'auto-formation et donc ce temps-là est rendu disponible pour l'accompagnement en classe. Et finalement, mon message, ça va continuer toujours d'être le suivant, d'accorder un temps protégé aux conseillères et conseillers pédagogiques pour leur participation à des projets de recherche parce qu'ils représentent des maillons très importants, essentiels de la chaîne de transposition didactique et de mobilisation de connaissances. Brièvement, comme toute étude, il y a des limites. Donc, un échantillon de 8 puis de 6 enseignants, ça ne permet pas de généraliser les résultats. Il nous est apparu aussi très ambitieux finalement de penser qu'on aurait pu réellement co-élaborer une auto-formation en raison du peu de temps dont disposent les enseignants. Alors, on pourrait se demander si on a documenté l'effet de la co-élaboration ou plus l'effet de l'accompagnement. Et on croyait au début que l'auto-formation puisse être autoportante, mais on a eu des doutes rapidement. Là. Pour nous, l'accompagnement, ça va demeurer nécessaire pour bien accompagner le développement des savoirs et des pratiques des enseignants. Il existe des pistes de recherche, évidemment, de documenter la description de l'auto-formation. Alors, qu'est-ce qui se passe si on accompagne la personne? Qu'est-ce qui se passe si on ne l'accompagne pas? Qu'est-ce qui se passe si on ajoute une communauté de pratique? Et comment les élèves réagissent ou quels sont les effets sur leurs apprentissages quand on essaie les différentes configurations. Et finalement, je m'intéresserai, moi, à comment les conseillers et les conseillères pédagogiques s'emparent de cette auto-formation. Qu'est-ce qu'ils en font? Alors, je prends les dernières secondes qui me sont accordées pour remercier toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation du projet.
le Centre de services scolaires de Saint-Hyacinthe, les 8 enseignantes et les 3 CP qui ont participé au projet, le ministère, l'équipe de Cadre 21, l'équipe de Graphissimo aussi qui nous ont produit une belle image de marque avec nos petits bonhommes et la capsule. Mes collègues retraités, mes collègues qui se sont retrouvés en insertion professionnelle et toutes les étudiantes qui ont participé au projet. Donc, vous pouvez accéder au rapport de recherche complet par les liens qui vous sont communiqués et vous pouvez aussi communiquer avec moi au besoin. Alors, je m'arrête là-dessus. Merci. OK. Bon, ben écoutez, je pense qu'on arrive à la fin de cette petite rencontre de transfert. Je voudrais faire un remerciement vraiment particulier à nos deux chercheuses qui sont venues nous présenter les résultats de projets qui risquent de faire des petits parce que c'est vraiment, c'est des amorces, hein, puis ça risque de faire des petits par la suite. Donc, c'était vraiment intéressant de vous entendre. Merci beaucoup à Caroline d'avoir été là pour transmettre vos commentaires. À chacun, vous avez sur le chat tous les liens vers le rapport de recherche et la présentation. Alors, n'hésitez pas à vous alimenter de toutes ces informations que les chercheuses ont bien voulu mettre à votre disposition. Et Caroline, un dernier mot de la part du partenaire? Ouais, à moi aussi de te remercier, Marie-Thérèse et aussi Audrey Asselin des FRQ maintenant pour l'animation et l'organisation de l'activité, aux chercheuses Marie-Hélène Giguère, Anila Figeaud et leur équipe respective pour avoir développé des dispositifs d'enseignement vraiment innovants qui vont contribuer aussi ainsi à la transformation des pratiques enseignantes. Puis aussi, ben, ce que j'ai appris, c'est le fait d'avoir un accompagnement durable ou de participer activement à des recherches-actions favorise les apprentissages professionnels durables sur le plan des savoirs, des pratiques, de la vision et de l'engagement. Donc, mille merci aussi aux participants branchés en web diffusion. Vous étiez plus près de 200 personnes à vous avoir inscrit, ce qui témoigne un réel intérêt pour la recherche en littératie. Puis si vous voulez être tenu informé des prochaines activités de transfert que nous avons au MEQ, je vous invite à vous inscrire à notre infolette InfoTransfert en cliquant sur le lien que Audrey Asselin va mettre dans la conversation. Donc, je vous remercie encore pour votre participation et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup à chacun et chacune d'entre vous. À la prochaine. Merci.